Bienvenue. Alors pour cette thématique, comment rapprocher Bruxelles des territoires, nous avons l'honneur d'accueillir la ministre Laurence Boone. Donc merci de nous faire le plaisir de cette invitation. Alors moi j'ai juste une petite remarque et ensuite je vais vous laisser intervenir. Comment rapprocher Bruxelles des territoires? C'est vraiment une question fondamentale car 70% des textes européens ont une application locale. Donc les maires et les présidents d'intercommunalités deviennent souvent les premiers à intervenir sur le terrain auprès de la population. Donc c'est vraiment un maillon essentiel pour faire naître une citoyenneté européenne aussi auprès des populations. Donc je vous présente rapidement Madame Laurence Boone, ministre des Affaires européennes, Monsieur Christophe Rouillon, qui est maire de Coulennes et coprésident de la Commission Europe de l'AMF, et Madame Karine Gloanec-Morin, qui est présidente d'une communauté de communes. Donc on a vraiment les deux niveaux de collectivités qui sont représentés dans le Loir-et-Cher et qui est ancienne parlementaire européen. Donc on va commencer par vous, Karine, si vous voulez bien. Donc pour vous, qu'est-ce que le thème rapprocher Bruxelles des territoires évoque? Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Je remercie encore la ministre Laurence Boone d'être avec nous ce matin parce que c'est extrêmement nécessaire, quand on parle des territoires, de parler aussi Europe. On le dit sans cesse, mais il y a une réalité. Je pense que notre présence aussi à Christophe Rouillon et moi-même, elle est aussi du fait que nous sommes très engagés au Comité européen des régions. Je me permets, Christophe, de présenter cette instance qui est l'instance qui rapproche institutionnellement les territoires de la Commission européenne et de l'Union européenne bien sûr en général, parce que c'est la représentation des pouvoirs locaux. Et Pauline Tivlet vient de le dire à l'instant en nous présentant, 70% des directives européennes concernent les territoires. Eh bien, sachez, et je le dis, moi je le dis sans cesse, je donne l'information auprès de mes collègues maires, sachez que toutes les directives qui concernent les territoires européennes sollicitent un avis qui est un avis formel dans l'institution, à ce comité européen des régions où 328 membres sont représentent les 27 États membres. Nous sommes 24 Français, 12 qui représentent les régions, 6 qui représentent les départements et 6 seulement Français qui représentent les communes. Et nous sommes des représentants, vos représentants donc à ce comité. C'est important parce que nous faisons remonter aussi les difficultés, la réalité des territoires au niveau européen. Voilà, je ne veux pas être plus longue, mais c'est ce qui explique, c'est vrai, notre présence et notre besoin de parler d'Europe, surtout à l'aube d'une élection importante. On le dit toujours, ce sont les territoires qui sont au plus près des citoyens. Alors je souscris totalement à ce que tu viens de dire, Karine. Et pour dire que l'Europe est présente partout, en fait, à chaque coin de rue dans nos communes, mais que malheureusement nos concitoyens ne le savent pas forcément et ils ne savent pas forcément tout ce qu'ils doivent à l'Europe. Et de ce point de vue-là, je voudrais dire que nous sommes au Comité européen des régions et à l'Association des maires de France aussi les garants de la politique de cohésion territoriale qui est le deuxième budget de l'Union européenne. C'est 340 milliards d'euros, plus la politique agricole commune quand même. Et les deux font les deux tiers. Donc la politique territoriale de l'Union européenne, c'est les deux tiers du budget de l'Union européenne. Malheureusement, au niveau des institutions européennes, parfois on ne valorise uniquement tout ce qui brille et pas forcément les actions concrètes, un peu laborieuses qui sont menées sur le terrain. Et nous, les élus locaux, on essaye de porter la parole justement de l'Union européenne pour dire que l'Union européenne est une chance et une opportunité et qu'elle a transformé nos territoires. Je voudrais rendre hommage à Jacques Delors, d'ailleurs, qui est le père de la politique de cohésion territoriale. Et depuis 1994, c'est incroyable comment nos territoires ont été modifiés. Je suis maire d'une petite ville de France, toi tu es maire d'un village. Mais je pourrais dire que l'église 11e siècle a été rénovée grâce à l'Europe, le stade d'athlétisme, l'espace jeune, la bibliothèque, la piscine municipale, et puis là, bientôt 400 000 euros pour l'isolation thermique d'un bâtiment. Et quand je dis tout ça, c'est ce qui est visible, mais des choses sont moins visibles, comme par exemple la politique d'insertion, avec les chantiers d'insertion financés par l'Union européenne. Les plus pauvres sont soutenus par l'Union européenne, et ma ville est une ville pauvre avec 50% de logements sociaux. L'aide alimentaire aux plus démunis. Les restaurants du cœur fonctionnent grâce à l'Union européenne. Et je terminerai aussi par l'Europe de la jeunesse, pour dire que, par exemple, les programmes Erasmus aujourd'hui sont partagés par tous. Et quand il y a des jeunes collégiens qui ont un programme pour aller en Bulgarie, au Portugal,
en Finlande. Je dis que c'est magnifique. En Espagne, ils sont vraiment des porteurs de l'Union européenne. Il faut le faire savoir. Il faut continuer à se battre pour qu'il y ait des crédits pour nos territoires. Et ça, c'est notre travail à l'AMF, au comité des régions, et dire que dans la perspective de l'élection européenne, il faut mieux faire savoir, et puis aussi reconnaître, avoir la reconnaissance du ventre, ce que n'ont pas toujours les élus locaux, il faut bien le dire, en disant tout ce que l'on doit à l'Union européenne et le faire savoir contre les forces qui veulent détruire l'Union européenne. Merci. Merci d'abord, merci de l'invitation. Je suis extrêmement heureuse d'être ici. Et puis je voudrais rendre hommage d'abord à tous les élus locaux, que ce soit les maires, que ce soit les régions, que ce soit les communes, les départements, sans qui en fait l'Europe n'existerait pas. Il faut être très clair, l'Europe n'est pas Bruxelles, l'Europe c'est vous, et c'est vous, ceux dont j'ai vu qui travaillaient dans les collectivités territoriales. L'Europe c'est ce qu'on en fait au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a besoin à la fois des maires, à la fois, je le disais, des collectivités départementales, des communes, de tous les attachés, de tous les adjoints de mairie, de tous les adjoints de communes. On a vraiment besoin que ce soit incarné et pas incarné à Bruxelles seulement. C'est aussi pour ça, par exemple, qu'on se bat pour avoir des institutions européenne en France pour qu'elle représente quelque chose et qu'on ne soit pas toujours un machin délocalisé loin de chez nous. Vous en avez très bien parlé, c'est beaucoup de fonds évidemment, l'Union européenne pour aider à la restauration de la culture, c'était pour acheter des vaccins, c'est pour la politique agricole commune et je crois qu'effectivement on peut beaucoup plus en faire la promotion dans les territoires chaque fois qu'il y a une action européenne. C'est aussi, parce que parfois on nous le reproche, effectivement, on contribue plus financièrement à l'Union européenne si on regarde ça de manière comptable que ce qui revient chez nous, mais parce que l'Union européenne, c'est aussi une formidable entreprise de solidarité. J'ai rencontré avec vous les maires de communes qui ont fait des jumelages avec l'Ukraine, qui leur ont fourni des équipements pour les écoles, qui leur ont fourni des générateurs. C'est aussi ça l'Europe, c'est les valeurs et c'est la paix. Et je crois que quand on a la guerre aux frontières de l'Europe, il faut se rappeler encore et toujours pourquoi on est là. Et ça m'amène à dire que parfois ça a l'air laborieux, on peut mettre du temps à prendre des décisions. Vous lisez tous les jours dans les journaux que la France et l'Allemagne, c'est difficile. Oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais il vaut mieux qu'on soit autour d'une table en train d'essayer de négocier des choses sur l'électricité ou d'essayer de négocier le budget, que dans des champs en train de se tirer dessus. Et quand on voit ce qui se passe en Ukraine ou parfois entre la Serbie et le Kosovo, il faut se rappeler, je crois, que c'est très précaire. Et surtout, et je voudrais revenir à ça parce que vous l'avez dit, l'Europe, c'est des personnes, c'est vous, c'est nous, c'est vous, c'est les jeunes. L'Europe, ça a été une formidable opportunité pour tous les jeunes. J'imagine que parmi vous, certains ont fait Erasmus. Moi, quand je l'ai fait, comme je suis pas de la génération des personnes qui sont au premier rang, on n'était pas beaucoup, mais ça a été une chance inouïe, bien sûr, de découvrir des autres, mais surtout de faire des choses, d'apprendre autrement, de rencontrer d'autres cultures et en fait de se dire que oui, on est français, bien sûr, mais on est aussi européen et ça offre des tonnes d'opportunités. Et aujourd'hui, Erasmus, c'est beaucoup plus important. Il y a 1 million de bébés Erasmus, paraît-il. C'est vous dire à quel point ça a généré des choses. Au moins, oui, vous avez raison, 1 million déclarés. Mais c'est aussi pour les apprentis, c'est aussi pour des professeurs, c'est aussi pour des jeunes professionnels. On veut développer ça beaucoup plus. Et je reviens sur ce que vous disiez à la fin, parce que je ne veux pas être trop longue. C'est le Parlement européen compte. C'est le Parlement européen qui vote le budget, c'est le Parlement européen qui vote la PAC, c'est le Parlement européen qui a décidé de doubler les budgets Erasmus. C'est eux qui font l'allocation en fait des fonds européens qu'on met tous dans le même pot. Et c'est pour ça qu'il faut participer à ces élections. Et il faut en parler autour de vous. On a la démocratie, on a la chance d'avoir des élections libres, sans pression, pour préserver ce qu'on a de plus précieux. Il faut absolument aller voter. Voter ce que vous voulez. Je préfère que vous votiez évidemment pour certains partis, mais allez voter aussi. On ne va pas dire ce qu'ils doivent voter. Merci beaucoup. Du coup,
plus concrètement, parce qu'on a la présence aussi de la Commission européenne en France, car ils ont fait le choix de faire un bureau pour les collectivités territoriales. On les remercie. Quelles sont les actions de l'État un peu plus concrètes, justement pour les territoires ? Alors, il y en a beaucoup. Je vais commencer par la politique agricole commune, puisque la France est le premier receveur de crédit pour la politique agricole de tous les États de l'Union européenne. Et non seulement pour aider les exploitations à vivre, à financer ce qu'elles font, mais pour assurer notre souveraineté alimentaire. Et on voit avec la guerre en Ukraine que c'est un sujet d'actualité. Certains pays ont failli être privés de blé, de maïs et d'autres céréales qui sont essentielles. Mais aussi pour faire de l'agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, des paysages, et les aider à se transformer pour qu'elles soient à la fois productives, bénéficiaires et plus vertes. Donc ça, c'est le premier sujet. La deuxième chose, je crois, c'est le plan de relance. Parfois, on a tendance à l'oublier, mais c'était extraordinaire d'arriver à voter un plan de relance commun à toute l'Europe et de diriger les fonds vers les pays qui avaient été les plus touchés par le Covid et qui en avaient le plus besoin. Et dans ce cadre, la France reçoit 40 milliards et on a eu le deuxième déboursement, et ça c'est en dehors du budget, donc pas de contribution nette, etc. On a eu la chance d'avoir la deuxième tranche de débourser la semaine dernière. Et ça, par exemple, ça finance à peu près un tiers de nos dépenses de rénovation énergétique dans les maisons, dans les bâtiments publics, je l'espère aussi, et à tout dans les écoles, là où vous habitez. Donc c'est extrêmement concret. Et puis, il y a beaucoup de politiques de cohésion qui va surtout dans les régions qui sont moins favorisées et qui, chez nous, sont les régions d'outre-mer. On en a évidemment moins en métropole. Et je crois que c'est extrêmement important. Par exemple, au moment des problèmes d'eau à Mayotte, on a parlé longuement avec la commissaire qui s'occupe de la cohésion, Elisa Ferreira, pour voir comment l'Europe pouvait aider dans l'immédiat à apporter de l'eau qui soit pure et saine, dans les territoires d'outre-mer. Je pourrais décliner ça longtemps. Je pense qu'on fait des actions très complémentaires. Les communes font des jumelages. On peut accompagner effectivement les jeunes à faire des voyages à l'étranger, à recevoir des jeunes aussi. Et puis moi, j'ai un souhait, j'espère, et qu'on va porter dans la campagne, qui est souvent le problème quand on est Erasmus, qu'on soit professeur ou étudiant, c'est le coût du logement. C'est au coût du logement, je vais être très concret, les jeunes qui vont par exemple aux Pays-Bas aujourd'hui, on leur dit ouais ok si vous pouvez payer votre logement. Et c'est un frein pour plein de personnes. Donc ce qu'on va essayer de porter pendant la campagne, c'est qu'un tiers de la politique de cohésion aille au logement, que ce soit à la rénovation ou pour aider les jeunes à aller étudier, les apprentis également. Et ça c'est un problème qui est européen, le logement, et qui concerne tout le monde. Et donc on va essayer de rediriger des fonds vers ça. Alors, oui, non, je partage tout à fait ce que vient de dire Madame la Ministre. Et je voudrais dire d'ailleurs que nous sommes dans une discussion actuellement sur la révision du cadre financier pluriannuel et nous nourrissons quand même un certain nombre d'inquiétudes par rapport à l'avenir de la politique de cohésion, puisque l'Union européenne doit faire face à des nouveaux enjeux. Et d'ailleurs, je soutiens l'Ukraine, nous soutenons l'Ukraine de ce point de vue-là. Il y a aussi le remboursement du grand emprunt et il y a une tentation peut-être de la Commission européenne, et le dernier discours d'Ursula von der Leyen ne mentionnant pas la politique de cohésion nous a inquiétés, peut-être à piocher dans la politique de cohésion. Ce serait une grave erreur parce que cette politique de cohésion d'abord face aux anti-européens qui disent que c'est de la bureaucratie de faire remonter de l'argent à Bruxelles. La politique de cohésion territoriale, c'est une répartition des richesses entre les pauvres et les riches. Ce sont les régions françaises les plus pauvres, celles qui vont d'ailleurs souvent le plus aux extrêmes parce qu'elles pensent être oubliées, qui sont les mieux traitées. Je pense au Pas-de-Calais, je pense à La Réunion, aux régions ultra-périphériques. Donc c'est une politique de réduction des inégalités et aussi d'intervention pour faire face, comme vous l'avez dit Madame la Ministre, aux enjeux de la transition énergétique auxquels sont sensibles les jeunes, aux enjeux de l'innovation et de la recherche. Et ce que nous essayons de faire passer comme message, et je terminerai par ça à l'AMF, c'est que toutes les communes de France, pas simplement les grandes villes, toutes les communes de France peuvent bénéficier des fonds européens. C'est le message qu'il faut envoyer. Il ne faut pas qu'il y ait d'autocensure
La Commission Europe, hier nous étions très nombreux, c'est qui veut gagner des millions. Et à l'inverse de l'euro-million, on peut dire que tous ceux qui ont tenté de leur chance ont gagné. Donc c'est maintenant qu'il faut que les maires se précipitent, s'engagent et puissent bénéficier de ces fonds pour, comme vous l'avez dit, isoler leurs bâtiments publics, faire face à la difficulté de leur facture d'énergie, du paiement de leur facture d'énergie, assurer leur indépendance énergétique et faire que l'argent public des impôts aille vers les entreprises locales pour l'isolation des bâtiments, vers nos concitoyens avec des factures d'énergie plus faibles, en particulier dans le logement, vers l'emploi local plutôt que vers le Qatar ou l'Ukraine. Notre objectif à Coulennes, c'est 0 gaz en 2030. Comme ça, nous n'entretiendrons pas les pays, les régimes qui sont hostiles à notre modèle, à notre démocratie. C'est un enjeu social, écologique et géopolitique. Peut-être un petit mot à la fois pour être extrêmement positive et en même temps apporter un bémol aussi à quelques dysfonctionnements qu'on peut pointer. Donc positif bien sûr parce que vous dire que le Parlement comme la Commission depuis sa dernière présidence, je dois le dire encore plus fortement, est souvent très innovateur. Vous savez que l'Europe a été vraiment le fer de lance de toutes les politiques qui accompagnent l'environnement, l'isolation. Et donc l'Europe a été très porteuse. C'est une Europe protectrice, on le sait, qui a toujours une attention particulière sur le bien-être des populations, avec les politiques de cohésion, mais pas que, sur beaucoup de programmes et sur la recherche également. Et donc ça, c'est la dimension positive de l'Europe. Le petit bémol que je voudrais indiquer, et Christophe en a parlé aussi, c'est la simplification. Tu l'entoures sur ton papier, mais tu as raison, qui est, voilà, et je laisserai sans doute Madame la Ministre aussi en parler, c'est que les collectivités commencent à comprendre en effet que les fonds européens sont captables à tous les niveaux. Et moi, je suis élue je préside une communauté de communes de 6500 habitants. Vous voyez que il y a des toutes petites collectivités qui ont des adaptations de la loi NOTRe par densité très faible de population. Eh bien, toutes les communes commencent à comprendre, mais bien sûr, le chemin est parfois très long. Et pour les acteurs publics aussi, les acteurs privés, pardon, le chemin est très long et on a besoin de trésorerie. Ça, c'est le bémol sur lequel la Commission travaille, sur lequel les régions travaillent aussi, puisqu'elles ont maintenant l'autorité de gestion des fonds européens. Et donc, c'est un vrai travail de recherche que nous devons faire tous ensemble. Je me tourne vers la ministre parce que quand j'ai fait ce passage au Parlement européen, je me suis rendu compte que bien souvent, dans l'évolution des directives et en finale, au moment du trilogue, vous savez, au moment où la Commission a proposé, le Parlement a voté et les États membres décident, bien souvent, c'est vrai que le frein, il vient pour des évolutions très fortes des États membres. Je n'incrimine personne, mais c'est un constat qu'on peut faire et j'ose le faire. Parce que ça donne une responsabilité très forte aux États membres, parce que cette avancée que nous souhaitons tous, cet espoir européen que nous souhaitons tous, il faut qu'il soit bien sûr aussi porté par les États membres. Malheureusement, la France est souvent très allante, hein, mais il y a un certain nombre d'États, et le vote d'hier aux Pays-Bas ne nous encourage pas. C'est vrai qu'il y a cette difficulté-là. Il faut voilà, c'est le petit bémol que je voulais apporter. Je peux répondre je voudrais répondre à deux choses, parce que vous avez parlé des fonds de la politique de cohésion. Et effectivement, il reste beaucoup de fonds qui n'ont pas été utilisés dans les temps. Alors, on n'essaye pas du tout de les faire disparaître, puisque vous parliez du CFP. Alors, pour ceux qui adorent les acronymes européens, c'est le contrat de financement pluriannuel, donc c'est le budget sur 7 ans européen. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'introduire de la flexibilité dans les dates d'utilisation des fonds, pour que toutes les communes, les départements, les régions qui n'ont pas pu utiliser ces fonds dans les dates imparties puissent les utiliser sur une prochaine période. Donc on essaye vraiment d'introduire de la flexibilité et pour ça d'utiliser un véhicule comptable et pas du tout de réduire ces fonds. Ça, c'est
le premier point, parce que c'est un sujet européen, c'est pas qu'un sujet français. C'est vrai qu'avec le Covid, avec le choc de la guerre en Ukraine, tout le monde n'a pas pu utiliser les fonds dans les temps, que ce soit au Portugal ou au Pologne. Donc c'est un sujet qui nous concerne tous, et on va arriver à introduire de la flexibilité dans le temps. La simplification, alors je crois qu'on est d'accord. Je voyais que mon voisin écrivait serpent de mer. Je dois reconnaître que c'est frais. MER, absolument. Il y a deux choses ici. D'abord, il y a une part de la simplification qui doit être nationale. On est un des pays qui a l'administration la plus brillante, la plus rigoureuse et donc parfois la plus compliquée du monde. Mais ça, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler. J'étais avec la Première ministre à Strasbourg mardi. On a parlé de ça, de l'audit qui est fait sur les fonds qui sont demandés aux régions, ensuite des régions à l'État et ensuite de l'État à Bruxelles. Et on va regarder comment simplifier ces choses-là. On a nommé une personne aussi au secrétariat général aux affaires européennes qui peut répondre à toutes les questions que vous avez, vous, élus locaux, sur les fonds européens. Je ne trahirai pas son nom tout de suite, mais vous pouvez aller sur le site ou nous revenir précisément pour ça et aussi pour ces problèmes de trésorerie que vous évoquiez. Et puis je voudrais juste donner un exemple très concret parfois aussi de comment ça marche et ce qui peut expliquer certaines hésitations ou non. Vous l'avez dit, beaucoup de la politique environnementale vient de l'Union européenne et notamment le recyclage. Je suis sûre que vous avez tous suivi l'affaire du camembert. Que ceux qui n'ont pas entendu parler de recyclage et camembert européen lèvent la main. Voilà. Donc effectivement, l'Europe est à la pointe, comme vous disiez, des politiques environnementales et donc fait une directive sur le recyclage. Mais évidemment, à la Commission, il faut une directive sur le recyclage assez générale. Et là, nous, on voit ça. Les parlementaires européens voient ça et disaient, vous êtes gentils là, mais le camembert, on ne sait pas recycler le bois qui est autour du camembert. Il se trouve aussi d'ailleurs que les Hollandais ont un problème avec l'emballage du Gouda. Donc voilà, on est revenu là-dessus. A été voté au Parlement européen des amendements qui permettent de sauvegarder les boîtes de camembert comme le Gouda hollandais. Mais c'est pour vous montrer que parfois on voit des choses dans les journaux et on se dit mais ils sont dingues ces gens-là. Non, ils ne sont pas dingues. Parfois ils tâtonnent et ils ont besoin de nous. Et comme vous le disiez, ils ont besoin de vous pour remonter les sujets et pour effectivement faire que très rapidement, on puisse corriger ce genre de choses. Sur la simplification, souvent le problème se situe pas au niveau de Bruxelles, mais au niveau des régions et au niveau national. Donc il y a vraiment besoin d'améliorer les choses en permettant en particulier de faire des avances, d'avoir aussi un système de confiance pour les collectivités locales, parce qu'on applique le système parfois hongrois où les amis de Viktor Orban truquent les marchés publics pour s'enrichir eux-mêmes à des collectivités françaises qui ne sont pas du tout dans cette logique. Donc il y a eu 80 mesures de simplification qui ont été annoncées. J'espère qu'elles seront mises en route parce que dans la table ronde des maires, c'était vraiment la première préoccupation. C'est simplifier, connaître les règles du jeu au départ pour ne pas après avoir à apporter des compléments de dossier qui sont extrêmement chronophages, qui dissuadent et qui donnent une très mauvaise réputation aux fonds européens. Et ce que vous avez dit, effectivement, c'est le sapin de mer MER, pas MAIRE. Et là, il y a vraiment une nécessité d'améliorer les choses, avec aussi un besoin au niveau européen de se ranger du côté des Européens qui sont en faveur d'une amélioration, d'un renforcement de la politique de cohésion territoriale, parce que le volet territorial de la politique de cohésion est très bien consommé, quasiment à 99%. Il y a d'autres volets qui sont moins bien utilisés, en particulier ceux liés aux entreprises, à l'innovation et à la recherche. Donc voilà, vous avez raison, si on peut continuer à utiliser des fonds de la période précédente, mais en ce qui concerne les collectivités territoriales, nous sommes de très très bons consommateurs des fonds européens et on le constate à chaque fin de programmation, il n'y a pas de dégagement d'office sur le côté commune. Voilà, c'est ce que je voulais compléter dans les propos de Christophe, c'est que la petite musique existe, que toujours il y a l'épée de Damoclès du dégagement d'office. Vous savez, c'est ce système qui fait que le financement retourne au pot commun. Pour chacune des régions, moi je suis conseillère régionale aussi et j'étais vice-présidente en charge de l'Europe au moment du transfert.
je peux vous dire que les régions ont demandé ce transfert parce qu'elles avaient le sentiment qu'il fallait rapprocher du citoyen ces fonds de cohésion et que la consommation serait meilleure. J'entends aussi, c'est vrai, les réactions, c'est qu'une première programmation, elle a été un peu complexe, et on le sait aussi pour des incidents techniques qui ont pu arriver, mais je porte la parole des régions, elles ont à cœur de bien faire. Mais c'est vrai que ce dialogue direct avec la Commission européenne, pour certaines régions, certaines avaient déjà des délégations de fonds européens, mais pas toutes, cet échange direct avec la Commission, il faut qu'il se mette en place. Nous démarrons une deuxième programmation qui s'annonce plus simple. Et bien sûr, je serai attentive, parce qu'aujourd'hui je ne suis plus vice-présidente, mais déléguée à l'Europe, pour que cette simplification au niveau régional, elle soit efficace aux côtés de l'État, bien sûr. Merci. C'est vrai, je vais revenir sur deux choses. En fait, les fonds qui sont directement disponibles, vous l'avez dit, les communes et les collectivités territoriales les consomment très bien et savent très bien les utiliser. Ce sont dans les appels d'offres, donc quand il faut soumettre des projets pour les entreprises, notamment dans effectivement le domaine de la recherche, de l'innovation, qu'on a aussi des efforts à faire. Donc il faut le faire connaître et en parler. Tout n'est pas distribué. Parfois, il faut aller chercher, il faut rentrer dans une compétition. Donc il faut remplir des projets. J'ai envie de dire, mettez des drapeaux partout où il y a un fonds européen, parce que normalement d'ailleurs c'est obligatoire, mais je dois dire que ce n'est pas beaucoup respecté. Et ne mettez pas des gommettes de drapeaux, mettez des très grands drapeaux. Je pense que c'est important, ça fait partie de l'appropriation et de l'incarnation. Et juste un petit point, puisque vous avez cité la Hongrie. La Hongrie, la raison pour laquelle on retient les fonds, c'est qu'ils ont fait des réformes de la justice qui ne la rendaient beaucoup moins indépendante et beaucoup moins impartiale, ce qui n'est quand même pas le but de la justice. Et pareil avec les médias, où la pluralité des médias a extrêmement baissé et en fait qui devenait progressivement, si on dit les choses, un organe de propagande étatique. Or, ce qui fait l'information et la richesse des débats, c'est d'avoir des journaux de toutes les opinions. Et je crois que c'est important de répéter qu'on a ça en France. On part de l'humanité à valeurs actuelles, pour ne citer que cela. On a une grande diversité d'opinions, de médias, et ça, on le préserve. Donc, on a retenu effectivement leurs fonds pour qu'ils mettent les réformes en place, parce que si on laisse une dérive dans un pays de l'Union européenne, puis un autre, puis un autre, puis un autre, ça finira par nous toucher. On voit d'ailleurs un des sujets importants est l'ingérence étrangère. Vous avez vu, nous avons une cellule au Quai d'Orsay qui détecte les attaques russes, en fait, les fausses informations qu'ils donnent, les trolls sur les réseaux sociaux. Ça pourrit la vie des démocratiques. Il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus, et donc l'Europe est aussi extrêmement vigilante là-dessus. Merci beaucoup. Juste, il nous reste 3-4 minutes pour conclure. Moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est la simplification, Madame la Ministre. Vous avez entendu les maires, le message vraiment de simplification. Donc, si on pouvait conclure en une phrase sur ce sujet. Moi, simplement un mot. C'est vrai que les maires ont des progrès à faire par rapport à la valorisation des fonds européens au plan local. Et parfois, le drapeau européen est au fond du parking, ou alors presque parfois aux toilettes. Mais l'État a aussi un progrès à faire, parce que, par exemple, sur le plan de relance européen, le plan de relance qui s'est fait avec des fonds européens, il n'y a jamais le drapeau européen. Je prends l'exemple de la cathédrale du Mans qui est rénovée actuellement sur fonds européens. Il n'y a pas de drapeau européen. Donc là, il y a vraiment un fort... Madame la ministre, vous n'êtes pas en cause, mais vraiment, il faut qu'on hisse très haut le drapeau européen, parce que nous sommes tous des progressistes et nous sommes fiers du drapeau européen, à différence d'autres, parce que le drapeau européen a sauvé l'Europe par la paix, par les politiques d'intervention au plan local, de cohésion territoriale, et donc il faut vraiment le hisser très haut. Je terminerai par ça, peut-être au-delà de la simplification, qui nécessiterait presque un débat lui tout seul, mais dire qu'il faut faire vivre l'Europe au plan local. Et c'est pourquoi nous faisons la promotion du programme du Comité européen des régions et de la Commission d'avoir des conseillers Europe dans les 36 000 communes de France qui seront les ambassadeurs de l'Union européenne au plan local,
pour à la fois faire passer l'information, faire remonter aussi des préoccupations et animer aussi des débats au plan local. Et nous sommes disponibles au Comité européen des régions pour organiser des dialogues citoyens pendant la période des élections européennes pour montrer ce que l'Europe fait sur le terrain, pour faire aussi remonter les angoisses, les inquiétudes, les colères et inciter aussi les pro-européens à se mobiliser. Les autres qui restent à la maison, je dis clairement, au moins c'est clair. Non, mais il faut vraiment que ceux qui... Parce que souvent, on se mobilise en contre. On voit bien quand on a une manifestation sur le terrain, quand un projet, les gens qui sont contre viennent, mais ceux qui sont pour ne viennent pas. Et alors, à la fin, on se rend compte que des choses n'ont pas été faites parce que les pour ne se sont pas mobilisés. Donc, quand vous êtes pour l'Europe, mobilisez-vous, même si vous avez des attentes qui ne sont pas satisfaites. Et je voudrais terminer par ça, Madame la Ministre. À chaque campagne électorale, il y a des campagnes qui arrivent sur la base de fake news ou de déformation sur le thème de la bureaucratie européenne. Pour les dernières élections, c'était la courbure de la banane que l'Europe voudrait réglementer. Maintenant, c'est sur le camembert. Et à chaque élection, il y aura ce genre de choses qui vont nous pourrir la vie. L'Europe n'est pas là pour pourrir la vie des gens. Elle est là pour l'améliorer, pour nous défendre, pour sauver la paix et pour donner des opportunités aux élus locaux, aux maires, d'améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Un petit mot, mais tout a été dit. Peut-être nous aurions pu oser une ou deux questions. Je ne sais pas si le temps, Madame la Ministre, le permet. Voilà. On va en prendre deux, par exemple. Voilà, 1 et 2. Merci. Bonjour, je m'appelle Marc Meignier, je suis maire d'une commune de 6000 habitants au nord de La Rochelle qui s'appelle Nieul-sur-Mer. Et nous avons un projet à court terme de rénovation de l'école maternelle. Alors les bâtiments, la cour, l'ensemble du bâtiment, mais aussi le système de chauffage, avec un projet de chauffage par géothermie sur l'école elle-même et sur tous les autres bâtiments communaux, donc en réseau. Voilà, donc le budget approximatif est de 5 millions d'euros. Sur une opération comme celle-là, en pratique, comment je fais pour chercher des subventions européennes ? C'est bien parce que dans ma petite communauté de communes de 6500 habitants, nous construisons un groupe scolaire également. Le budget est quasiment le même. En fait, vous vous tournez vers votre région. C'est la région qui pourra vous aider sur tout ce qui concerne l'isolation et l'amélioration des systèmes de chauffage. C'est la région qui va au mieux pouvoir vous aider sur cette dimension. Après, sur les autres fonds, on pourra en parler ensuite. C'est vrai, une vraie difficulté d'avoir des budgets aussi énormes, mais pour quelque chose de très important, c'est apporter un bâtiment convenable pour l'éducation de nos enfants, et on sait ô combien c'est important. Il y avait une deuxième question. Sur ça, c'est des fonds FEDER, pardon. J'ajouterai un point. Il faut que vous regardiez le programme opérationnel de la région qui a été négocié avec la Commission européenne et voir si votre projet rentre dans une des cases. Et les règles sont parfois différentes d'une région à l'autre. Et en tout cas, là, vous êtes, à mon sens, vraiment dans le bon cadre parce que c'est la transition énergétique, c'est la production d'énergie au plan local. Donc, à mon sens, vous devriez quand même avoir une bonne chance de pouvoir obtenir satisfaction. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Je vais juste rajouter une chose. Je vais faire de la promotion puisque l'AMF a réalisé un guide pratique pédagogique par fonds et par politique publique, dont vous avez discuté, je crois, avant-hier, qui peut aussi être utile pour ce genre de choses. Et à nouveau, il y a un secrétariat général aux affaires européennes avec une personne dédiée à ces questions. Donc les comités de région les connaissent et peuvent aussi vous aider là-dessus. Là, je crois que c'est trop, non ? Trop d'infos, trop de contacts et là. Oui, bonjour. Je suis Didier Fontaine, donc de l'île de la Réunion, ville de la Possession, 33 000 habitants. La Réunion profondément europhile, qui a beaucoup, bien sûr, bénéficié des aides de l'Europe. Moi, j'aurais trois petites choses à dire. Tout à l'heure, Madame la Ministre parlait des délais de réalisation sur lesquels vous alliez probablement revoir en termes de flexibilité. J'ai tendance à dire aussi, ne pas forcément oublier l'outre-mer. Quand nous, par exemple, sur des marchés que l'on passe et qu'on s'aperçoit, notamment pour des projets structurants, que le fournisseur n'a pas pu livrer le matériel en raison de la distance qui nous sépare.
et que du coup on est obligé d'avenanter et de courir derrière l'Europe ou la région pour tenter de maintenir les subventions. Donc ne pas oublier l'outre-mer. La deuxième raison, la deuxième chose, et là je rejoins monsieur ce qu'il disait, la Réunion a énormément bénéficié des aides européennes. En effet, il manquerait à mon sens cette possibilité de voir sur tous les projets financés par l'Europe, le logo, le drapeau de l'Europe, chose qu'on ne voit pas forcément. Et la troisième chose, c'est qu'à distance, nous, le gros reproche qu'on ferait à l'Europe, mais il est le même pour tout le monde, c'est cette complexité et cette inaccessibilité, a fortiori démultipliée dans les départements d'outre-mer. Et je voulais savoir, nous, à notre niveau, sans vouloir squeezer bien sûr la région, mais comment nous, collectivités communales, on peut s'intégrer dans le réseau dont vous parliez, madame, et afin évidemment d'améliorer les rendements et les opérations. Donc, je voudrais dire qu'effectivement, vous avez raison de dire que les territoires d'outre-mer et dom-tom, au titre des régions ultra-périphériques, bénéficient beaucoup des fonds européens. La Réunion, par habitant, touche 6 fois plus que ma propre région. Donc voilà, c'est des choses qu'il faudra dire aussi aux électeurs quand ils sont tentés par le vote extrême dans certains cas. Si l'Europe était démantelée, ce serait une catastrophe pour les territoires et départements d'outre-mer. Après, je répondrai... Au comité des régions, oui, mais comme Christophe est président du groupe socialiste, je souhaite, je n'ai pas en tête, moi, la représentation des Outre-mer, mais il y a, je le sais, la présidente, voilà, votre présidente de région est membre du comité européen de région. Donc voilà, on ne le sait pas assez. C'est vraiment, moi, je veux faire la pub pour ce réseau des élus locaux en Europe, parce qu'on ne sait pas assez que la parole des élus existe. Et vous voyez, les représentants des Outre-mer y sont bien sûr aussi. Mais je souscris évidemment. Peut-être je peux suggérer que cette personne aille aussi faire de la pub dans l'outre-mer, parce que c'est vrai que c'est en outre-mer qu'on a le plus de retard par rapport à ce qu'on peut espérer comme fonds. Et quand on parlait de flexibilisation ou flexibilité, c'est justement pour permettre aux régions qui n'ont pas consommé de pouvoir consommer. Donc c'est étaler dans le temps la période budgétaire sur laquelle on a droit à un ensemble de fonds, ne pas perdre ces fonds. N'hésitez pas à nouveau à revenir vers nous ou vers le comité européen des régions. On est là pour vous aider à faire ça. Le secrétariat général aux affaires européennes est en train de, si je dis les choses, fouetter tout le monde dans l'État pour que justement tous ceux qui n'ont pas été chercher les fonds puissent venir les rechercher. Et vous avez une commissaire européenne qui est portugaise, qui s'appelle Elisa Ferreira, qui est absolument formidable et qui veut que les fonds de la cohésion arrivent plus vite et plus simplement dans les territoires d'outre-mer, comme dans toutes les régions qui bénéficient des fonds de cohésion. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre, pour votre présence. Sachez que, comme vous le voyez, les collectivités sont toujours volontaires et preneuses de travailler avec l'État pour la promotion du message européen et des valeurs. Sachez qu'il y a une place de l'Europe qui est sur le même pavillon un petit peu plus loin. Donc, si vous voulez, pour continuer les conversations, on peut se diriger là-bas. Vous avez le bureau de la représentation du Parlement européen et de la Commission européenne qui sont présents. Donc surtout, n'hésitez pas à aller les solliciter juste en face du stand de l'AMF et du Comité européen des régions. Vous avez vraiment tous les institutionnels. Donc merci Madame la Ministre, à très bientôt dans nos collectivités.